Bon, il y a quelqu'un qui rentre dans l'immeuble au moment où j'appuie sur le bouton enregistrer. C'est génial, j'adore ma vie. Ah, et puis mon téléphone sonne, c'est génial, j'adore ma vie. On va répondre, hein. Guillaume Puma, bonjour. Allô? Oui, J'ai un colis pour vous, monsieur. vous êtes au... Oui. Je descends. Ah non, non, non. Vous êtes Ah là, je suis au fait de Léopold Bellon. On Ah. peut rencontrer... Ah là là, j'ai des colis avec moi. Moi, je suis... Oui, oui, on peut rencontrer dans le carrefour là, vers Petit Carreau. Vers Petit Avec Carreau. un chariot de colis. Vers le McDonald's. Non, 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 juste à l'angle de Saint-Sophin et Petit Carreau. Ok, j'arrive tout de suite. Tout de suite, monsieur. Merci. De rien. Bon bah j'ai un colis qui arrive, je reviens. Bon, où on en était... Bon, on n'avait même pas commencé je crois. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. On est reparti pour passer un petit peu de temps ensemble et quel plaisir de vous savoir avec moi pour ces quelques minutes qui, je l'espère, vous plairont. Aujourd'hui, de quoi donc on va t'y causer? On va commencer par Spider-Geddon, un bon Spider-Man, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Marvel, et que Spidey c'est la MIF, t'as vu wesh. Ensuite, Miruko-chan Slice of Horror, un manga surprenant. Puis en film, on parlera de N'écoute pas, Voces. Je parle pas espagnol, je suis désolé pour l'accent. Film d'horreur espagnol d'Angel Gomez, à ne pas confondre avec Angel qui couche avec des tueuses de vampires et qui a des grandes dents toutes pointues. C'est pas le même Angel. Ah oui, pour les petits nouveaux, Watashi wa Guillaume des. J'aime bien lire des trucs avec des bulles, surtout quand ça vient du Japon et des États-Unis d'Amérique, ou que le format s'en rapproche en tout cas. Puis j'aime aussi regarder des choses sur des écrans. Normalement, c'est des grands écrans dans des salles obscures, mais elles sont pas dispo en ce moment. Au cas où vous seriez pas au courant, bah voilà, je vous donne l'info, les cinémas sont fermés. Alors on fait ce qu'on peut, hein. Et le dernier truc que j'aime bien, bah c'est partager, d'où ce podcast, qui n'est pas fait par un professionnel, mais par un passionné. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Et aujourd'hui dans le tout sort ou je te sors, on commence avec le comics Spider-Geddon, mélange d'Armageddon et de Spider-Geddon quoi, la catastrophe qui risque de frapper nos amis tisseurs du Spider-Verse. C'est un album Marvel Deluxe sorti chez Panini Comics le 2 décembre 2020 qui regroupe donc les épisodes 0 à 5 sortis en 2018 de Spider-Geddon évidemment. Puis à la fin du recueil, vous trouverez également les épisodes 1 et 2 de Vault of Spiders. Il y a une chier d'artistes, surtout sur Vault of Spiders, puisque ce sont des cours d'histoire au travers du Spider-Verse. Donc je vais pas vous faire la liste des gens qui travaillent dessus, hein. Je vais juste en citer quelques-uns. Par exemple, Christos Gage, qui signe vraiment le scénario de Spider-Geddon qui nous intéresse. C'est pour ça que je parle de lui. Et au dessin, on peut noter la présence de George Molina, et c'est déjà pas mal. Bon, j'espère que si vous écoutez, vous êtes un tant soit peu familiarisé avec le concept de multivers. Parce que là, il va être question quasi que de ça, et si vous ne l'êtes pas, je vais tenter de vous expliquer de la façon la plus simple en prenant le max de raccourcis. Je vais essayer d'y aller même à vol d'oiseau, hein. Donc, au cours des années, de nombreux scénaristes ont écrit des histoires de Spider-Man. Des histoires très différentes parfois, qui mettaient en scène des nouveaux Spider-Man, du style Spider-Man 2099, qui évoluait dans le futur, faut pas avoir fait l'ENA pour le comprendre, ou Spider-Man 1602, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Non, je pense pas, c'est facile aussi. On a le Spider-Man noir qui évolue dans les années 30, un univers tiré des polars noirs, d'où son nom, et on peut aussi parler des séries What If, et Si en français, qui reprenaient des scénarios déjà existants en changeant des détails qui font toute la différence. On pourra par exemple y voir Spider-Man avec les 4 Fantastiques, ou encore un épisode, qui est mon préféré, hein, personnellement, où Gwen Stacy n'est pas morte. Mais bon, ça part quand même en coucouille, hein, sinon c'est pas drôle. Au-delà de tout ça, les scénaristes se sont succédés sur l'histoire continuelle du tisseur, et certains se sont permis des libertés légèrement extravagantes, pas déplaisantes, hein, attention. On a vu, par exemple, Doc Octopus revêtir le costume en piquant l'identité de Peter Parker, et qui se fait appeler Superior Spider-Man, v'là Lego. Sans compter les personnages de l'univers de l'araignée qui ont aussi porté le costume, du style Ben Reilly, clone de Peter qui deviendra Scarlet Spider, puis le Chacal, puis Scarlet Spider, enfin bon bref, c'est sans fin. Et dernièrement, et je pense que c'est les plus connus grâce aux films d'animation sensationnels,
parfait ce film, Spider-Man Into the Spider-Verse, où on a pu voir d'autres persos déjà connus des lecteurs, mais pas forcément du grand public, comme Spider-Ham, Spider-Cochon. Et oui, c'est pas les Simpsons qui l'ont créé, puisque sa première apparition date de 1983, dans sa propre histoire d'ailleurs, et met en scène Peter Parker, Captain America ou encore Goose Rider. Les mecs se sont éclatés. On voyait aussi dans le film le Spider-Man noir dont je viens de parler, mais aussi Spider-Gwen, une version où Spider-Man n'existe pas puisque c'est Gwen qui s'est fait mordre, et dans son monde, Peter Parker est mort. Ou encore Penny Parker, une petite japonaise avec son robot SP//DR, comprenez Spider quoi. Et surtout Miles Morales, le nouveau héros qui revêt encore aujourd'hui le costume dans les comics et parfois aux côtés de Peter, mais pas à Manhattan puisque lui se trouve à Brooklyn. Bref, c'est compliqué, il y en a dans tous les sens et du coup, un certain Dan Slott a eu la merveilleuse idée de rassembler tous ces Spider-Man. Il était accompagné de mon chouchou, Olivier, mon petit lapin, je te kiffe. Les auditeurs en ont ras-le-bol que je parle de toi, mais je m'en fiche, tu es dans mon petit cœur, mon grand. Et donc, ils ont mis en place le fameux Spider-Verse, qui sera alors repris dans le film avec Miles Morales, mais dans leur histoire à eux, c'est à cause de Morlun, le vampire. Bientôt au cinéma, pas du tout. Vu le trailer, mais ça c'est une autre histoire. Et donc Morlun le vampire, lui et sa famille, ils se réunissent pour se nourrir de la force vitale des hommes araignées à travers tous les univers. On distingue d'ailleurs les univers grâce au numéro des mondes, et celui que nous suivons depuis toujours se trouve être la Terre 616, d'où viennent Superior Spider-Man, Miles Morales et le Spider-Man, disons, originel Peter Parker. Il y a plein de terres. Je vais en donner une par exemple, la Terre 138, c'est celui de Hobie Brown, alias Spider-Punk, et il y en a plein comme ça. Pour leur faire face, les araignées vont donc joindre leurs forces et envoyer cette dangereuse famille de longues dents dans un endroit fort sympathique puisqu'il s'agit d'une station balnéaire sur Aldorand. Non, c'est une autre planète, mais c'est pas celle-là, juste une planète complètement radioactive. Sympa la vie. Et croyez-moi, je résume sec les potes. Bon, maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer Spider-Geddon. La famille de Morlun s'échappe de la planète ignoble, radioactive, et ils veulent toujours manger leur mets favori, à savoir les Spider-Man, sauf qu'ils tombent sur une technologie créée par Otto Octavius, anciennement Superior Spider-Man, et grâce à ça, ils vont être bien badass de ouf, et donc plus dangereux qu'avant. Les araignées s'unissent donc à nouveau, mais dans leur rang, tout le monde n'est pas hyper aligné sur la façon de procéder, et les idées divergent. Trahison et faux semblants viennent agrémenter ce récit, déjà riche en surprises, pas toujours des plus sympathiques pour certains, mais au moins on s'y attend pas, je dirais pas quoi, va falloir le lire. Donc pour résumer, encore plus de Spider, encore plus de méchants, mais sinon c'est quand même un copier-coller, et l'impression de déjà vu ne s'enlève jamais tout au long de la lecture. Donc on recommence avec la même recette en changeant juste 2-3 ingrédients, en pimentant un chouille plus, mais ça pique peut-être un peu trop pour être totalement apprécié, et finalement on aurait aimé voir quelque chose de plus travaillé scénaristiquement, mieux orchestré. C'est quand même toujours un plaisir de voir toutes ces versions réunies. Le problème vient juste de la façon de les réunir, qui est plus que téléphonée, puisque c'est presque la même histoire que celle de Dan Slott. Une petite déception donc, mais étonnamment, l'histoire, malgré toutes ces versions, reste ultra lisible, et les dessins sont superbes, bien qu'un peu lisses. J'ai un méga regret quand même, qu'il faut que je partage, c'est que Miguel O'Hara n'est presque pas présent. Pas une bulle, on le voit vite fait en fond, alors qu'il est sur la couve, et que c'est un personnage qui avait eu le droit à une belle mise en avant pendant pas mal d'années, donc dommage. Il est pas hyper intéressant, je trouve. Alors Miguel O'Hara, c'est le Spider-Man 2099, justement. Bref, si vous avez lu Spider-Verse de Dan Slott, celui-ci peut vous plaire, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit mieux. C'est juste une suite qui fait preuve de peu de surprise. Les courtes histoires à la fin du livre sont pas dingues non plus, mais c'est sympa quand même. Voilà, c'est sympa, c'est pas indispensable. J'ai apprécié le lire, mais j'y retournerai pas. Je vais pas le relire. On sent quand même la suite, on sent qu'il va y avoir d'autres événements qui vont suivre cette histoire. Je dis rien de plus évidemment, mais voilà, on sait que ça va continuer. Bon, pour la note, je suis bien embêté parce que c'est pas nul. C'est bien écrit même. Malgré le fait que ce soit du réchauffé, qualité visuelle est bien mais sans plus. C'est agréable, mais pas dingue non plus. Ça vaut pas la moyenne, c'est sûr que ça vaut plus. Mais c'est pas un top. Donc bon, je pense que 3,5 sur 5 sera une note convenable pour ce récit. On aime quand même voir l'armée des Spiders réunis, donc ça me paraît plutôt bien. En manga, bon là, on a une pépite. Je spoil direct, une pépite. J'imagine bien que ça va pas plaire à tout le monde. Comme chaque chose, vous allez me dire, on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, je vais vous parler de Mieruko-chan, Slice of Horror.
un manga de Tomoki Izumi, sorti en France aux éditions Ototo, et le deuxième tome est arrivé le 27 novembre. J'avais commandé le premier tome pendant le confinement, et je l'ai finalement reçu un mois après. Je l'ai lu le jour même de la réception. Le lendemain, j'avais déjà le numéro 2, et je l'ai dévoré encore plus vite. Alors quoi que c'est, l'histoire, nom de nom, allez-vous me dire. J'y arrive les potes. Miko, une jeune lycéenne, comme très souvent dans les mangas, c'est tout le temps des lycéennes ou des lycéens, arrive à voir des êtres pas très ragoûtants, des spectres, des fantômes qui font peur et qui ont des sales gueules. Sauf qu'elle veut pas que ces horreurs sachent qu'elle arrive à les voir. Donc elle fait le maximum pour les ignorer. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain, sans qu'elle ne sache pourquoi, sans qu'elle ne comprenne pourquoi elle les voit. Ça commence franchement bizarrement, on est à 2 doigts du hentai tellement c'est abusé au début. J'exagère un peu évidemment, mais c'est limite quand même. Je mentirais si je disais que ça me déplaisait. Mais disons que ce n'est pas nécessaire, et j'ai eu peur que ça tourne que autour d'attributs féminins qui sont mis en valeur et que ce soit au détriment de l'histoire. Par exemple, on voit très vite l'héroïne en culotte, à 4 pattes, et le plan est pas sur son visage. Ça sert à rien. Ça fait un peu plaisir, mais au début il y en a trop de ce genre de scène, puis finalement ça s'estompe, et même si on retrouve ça tout le long du récit, c'est plus diffus, et tant mieux. Oh les gros pervers là, on n'est pas là pour parler de culottes et de gros tétés qui se font tripoter par des esprits dégueux, Non mais oh, je vous vois arriver. Donc Miko voit des esprits, et la pauvre, c'est hyper tendu pour elle parce qu'ils sont vraiment partout, et ils font flipper de ouf. Franchement, ils sont effrayants. Le contraste entre les fantômes et sa meilleure amie, Anna, qui elle voit rien du tout, Elle est toute kawaii, toute naïve et facilement impressionnable. C'est assez impressionnant du coup le contraste. Ça donne lieu à des situations pas faciles pour notre protagoniste, qui ne veut pas en parler à son entourage, pour des raisons qui sont expliquées ou suggérées dans les pages du premier tome. En tout cas, elle les voit partout, à l'école, dans les vestiaires, dans la rue, chez elle, partout. Vraiment partout, partout. L'histoire surprend donc par la manière qu'a Miko de les ignorer, et on voit des tranches de vie qui pour nous, communs des mortels, sont tout à fait communes, mais qui pour elle sont une horreur quotidienne. On passe très vite de moments drôles et mignons à des apparitions malaisantes qui mettent à rude épreuve les nerfs de notre petite lycéenne. On a tellement de peine pour elle quand elle doit affronter des situations où elle fait mine de rien, aussi bien face à ses amis qu'aux trucs immondes qui se tiennent juste devant elle. Et c'est une vraie réussite de l'auteur d'arriver à nous mettre en empathie totale avec Miko. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont elle va percevoir les gens, puisque les fantômes sont partout. Elle peut aisément comprendre qui est bon ou mauvais de par les esprits qui accompagnent ses interlocuteurs. Le tome 1 met en place les dons particuliers de Miko et les effets de son entourage sur les esprits. Et le deuxième tome va plus nous plonger dans le malaise qu'elle vit en ajoutant des personnages qui vont interagir de façon à ce qu'elle soit déstabilisée, comme si ça suffisait pas. L'horreur s'accentue au fur et à mesure et on sent bien que c'est de pire en pire pour elle, bien qu'elle comprenne aussi que tout n'est pas aussi morose qu'elle le pense. J'en dis pas plus. Niveau dessin, comme avec le récit, l'auteur arrive à contraster ces personnages, disons vivants, avec les morts, en faisant les premiers d'une façon très souple, arrondie, lumineuse et légère, alors que les seconds, les morts, les fantômes, sont très sombres et saccadés. Bref, c'est tout à fait en adéquation avec le récit. J'ai adoré les lire, je pense vraiment que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu cette année. Ça renouvelle le genre horrifique à tel point que je me demande même si c'est vraiment horrifique. Puisque finalement, on suit plus les émotions de Miko et on voit des scénettes de vie, quand les autres mangas du genre vont se focaliser sur l'action. Ce qui me déplaît pas non plus, au contraire, j'adore ça. Mais là, c'est tellement pas commun que c'est rafraîchissant. Enfin, si je peux dire ça, ça reste très sombre. Bon, vous l'aurez compris, c'est méga cool, je kiffe grave Wesh, t'as vu, et je le conseille à tout le monde, que vous cherchiez du gore, de l'humour, de l'émotion ou juste des instants de vie, chacun y trouvera son compte, et je vais donc oser mettre un 5 sur 5, malgré le début un peu osé du récit, m'en fiche, ça a même dû augmenter mon attrait et ma surprise quand les premières scènes vraiment prenantes ont commencé. Au cinéma, alors j'en ai marre, vous vous en doutez, j'en avais déjà ras le cul quand les 2 derniers épisodes parlaient de SVOD. Bon, les cinémas sont toujours pas ouverts, ils les rouvriront pas à la date prévue, on sait pas quand. Alors, encore une fois, je me suis tapé du film en SVOD. Youhou, c'est génial, j'adore regarder des films dans un contexte aussi pourri que de rester chez moi, je déprime les amis. Non pas que j'aime pas être chez moi, mais bon, un film, je l'apprécie plus au cinoche. Alors j'ai fait un peu le tour, et je voulais regarder Manque,
le dernier David Fincher sur Netflix, puisque de toute façon il est sous contrat avec eux, pour les prochaines années on verra que Fincher sur Netflix. Mais avant de le voir, je voulais me refaire Citizen Kane, que j'ai en DVD, mais je sais pas pour quelle raison je l'ai pas fait. Sûrement parce que je me sentais pas dans un état approprié pour le voir, c'est pas un film hyper facile, ce genre de film, faut pas se forcer, ça apporte rien de bon si on se force. Donc j'ai passé. C'est une importance de voir Citizen Kane avant de voir Manque. Donc j'ai vu ni l'un ni l'autre. Finalement, j'ai regardé un truc qui n'a absolument rien à voir, un film où je me suis dit que je pouvais le voir sans difficulté de compréhension, un truc simple qui ne demande pas de connecter tous mes neurones, mais un film efficace quand même, sinon je me mets devant mon évier et je regarde l'eau couler quoi. Donc quoi de mieux qu'un bon film d'horreur pour endosser ce rôle de film qui peut te saisir tout en restant simple, sauf exception, mais elles sont rares quand même. Et j'ai trouvé Voces, n'écoute pas en français, un film de Ángel Gómez avec Rodolfo Sancho, Belén Fabra et Lucas Blas, sorti le 27 novembre 2020 et donc sur Netflix. Un film espagnol donc, et surtout un premier film d'un jeune réalisateur, il a 32 ans, qui était déjà familiarisé avec le genre puisqu'il avait fait plusieurs courts-métrages et qu'il a grandi avec un paternel fan de chez fan et lui a transmis le goût pour les pellicules qui hérissent les poils. Je regarde pas autant de films d'horreur que ça en temps normal, mais faut croire qu'en restant chez moi, c'est le truc le moins décevant à mater, donc je sais pas. Ça fait 3 épisodes que je vous parle de films horrifiques. Bon, j'espère que c'est le dernier, j'aimerais bien passer à autre chose. Donc ceci étant dit, parlons du film. C'est pas très original, une maison hantée, un môme qui entend des voix et des parents qui ont peur pour leur enfant. Alors qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins ce Voces ? Déjà, même si on a vu des milliers de fois ce cas de figure, le traitement reste très bon, et le réal qui prend pas trop de risques sur le thème, en prend un plus sur le traitement des personnages. Le film se met en place ultra rapidement et je dirais qu'il y a 3 vraies phases. La première, c'est la découverte du problème. En partie grâce au gamin, faut dire que dans un film d'horreur, un enfant apporte le côté innocent, celui qu'on veut protéger, il est vulnérable, et ça accentue du coup la peur qu'on ressent. Donc c'est déjà un bon point de prendre un môme. Alors si c'était un mec de 50 piges par exemple, qui sortait de prison pour viol, on serait plutôt content qu'il lui arrive des bricoles. Alors que là, le pauvre gamin, il a rien demandé à personne, et on est plus facilement en empathie avec lui. Et du coup, le sentiment des parents qui ne comprennent pas leur fils et qui souhaitent l'aider est lui aussi exacerbé. En plus, ils ont pris bien soin de choisir un petit avec une bonne trogne, là, il prend le lijou, il est tout mignon, et la famille semble être assez soudée, même si le cas du gosse semble l'éloigner de plus en plus de ce qu'il était avant, et donc de ses parents par ricochet. Parents dont le métier est d'acheter, de retaper et de revendre des maisons. Évidemment, ils y mettent toutes leurs économies, à chaque fois, pour toucher toujours plus. Rien de tel que ce contexte et que cet enfant pour amorcer l'histoire et débuter le film. Ensuite, la deuxième partie, c'est la recherche et la compréhension des événements. Pour ça, une équipe va intervenir, et le film ne porte pas son nom pour rien, puisque le petit entend des voix par le biais d'instruments tels que des talkie-walkie par exemple. Alors, pour étudier les phénomènes étranges qui se déroulent dans ce lieu, autant faire appel à un spécialiste en la matière qui va étudier les phénomènes de voix électroniques. C'est pas un mauvais pari, entendre sans voir, je pense que ça laisse place à l'imagination, et on a quand même plus souvent tendance à flipper lorsqu'on ne sait pas d'où vient le danger. Entre ces deux parties, évidemment, des événements pas très cool ont lieu, puis des choses apparaissent ou disparaissent. L'intention au sein de la famille est palpable, et l'état des protagonistes, aussi bien mental que physique, mais surtout mental, va être mis à rude épreuve. Puis vient la dernière phase, la résolution. Et là, c'est peut-être moins efficace. On comprend d'où viennent les problèmes que subissent les habitants de cette demeure, et c'est un peu grossier, pas très réfléchi. En plus, ça va jouer sur l'éternel moment de séparation entre les personnages, du style un à la cave, l'autre au grenier, et forcément, c'est quand t'es solo qui t'arrivent les pires babioles. Tout le monde le sait, bref. Donc ça, c'est pas ouf, mais bon, on se surprend quand même à les engueuler du style mais t'es con quoi, reste avec eux là. Mais quel crétin. À leur place, on reste groupés là, ils sont idiots. Voilà, bon, c'est comme ça que je parle quand je regarde ce film. Bon, en vrai, on sait pas du tout ce que nous on ferait à leur place, on imagine seulement, et on imagine surtout qu'on ferait mieux. Donc bon, un petit twist de fin qu'on attendait si on était attentif, mais quand même, il arrive et ça change la donne. Si j'ai expliqué le film de cette manière, c'est pas pour rien. D'une, je veux pas spoiler, comme d'habitude, et ça va très vite dans cette histoire. Le présenter comme ça m'a donc permis de ne pas trop en dire tout en expliquant les choses clairement. 2, c'est un film monté parfaitement, et c'est pas pour ça que c'est bien. Je m'explique. Ángel, toujours pas le vampire, Ángel Gómez, le réalisateur. Il a réalisé son film en utilisant tous les codes les plus efficaces du style. Donc il l'a fait de façon très scolaire. D'où le découpage qui se voit aussi clairement. Même si là j'ai vulgarisé, j'ai même méga vulgarisé. Mais au moins vous avez l'essentiel. Et je dis ça en sachant qu'il est prof de ciné le bougre. Et ça se ressent.
C'est un film propre, monté de façon carrée avec quelques points forts comme des scènes surprenantes et inattendues, mais le découpage est trop net. Pour un premier film, c'est tout à fait honorable, attention, et j'espère revoir des films de ce jeune homme parce que c'est vraiment prometteur. Mais pour l'heure, il manque un brin de folie. C'est un film de prof, quoi. Le son est très bon. En même temps, c'est sur ça que va se jouer tout le film. Les acteurs aussi sont bons, hein. Le casting est presque parfait. Les effets gore sont pas mal du tout. La musique est bien choisie. La photo est comme le reste, carrée, propre. Mais c'est pas surprenant. J'ai flippé, je suis bien rentré dedans. Mais c'est après, une fois le film fini, que je me suis dit bon, c'est bien, c'est sympa à voir, ça promet, mais il manque un petit truc qui pourrait en faire un très bon film et pas seulement un film Netflix sympa. Je conseille, si vous avez envie de sursauter, de criser pour les personnages, et surtout de passer le temps correctement. Voilà ce que je pense de ce film. On va partir sur un 3,5 sur 5. On est loin du chef-d'œuvre qu'est L'Orphelinat, autre film espagnol d'horreur qui était vraiment magistral, mais il promet ce réal et j'espère qu'il va réussir à s'émanciper de son rôle de prof pour réaliser un film plus personnel et avec moins de codes aussi habituels que ceux utilisés ici. Je sens un truc là, ça sent bon, mais c'est du chocolat je crois. Oh mais oui, c'est le moment de la boîte de chocolat les potes. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et dans la boîte de chocolat, on va commencer avec Nomen Omen les gars. Nomen Omen, c'est génial. J'attends le tome 2 depuis bien trop longtemps. Et il arrive le 10 février. Oui, c'est pas tout de suite, mais c'est celui que j'attends le plus. Et j'étais tellement pressé de vous en parler, mes petits geekougnous là. Ouh. C'est un comic book de Jacopo Camani sur la partie graphique et Marco Bucci à l'écriture. Deux Italiens. Ça sortira chez Panini Comics, et non, ils font pas que du Marvel ou du Star Wars, hein. Et je suis facilement influençable quand il s'agit de comics. Je l'ai déjà dit, mais une couve de qualité peut me faire acheter sans même que j'ouvre le bouquin. Et c'est le cas avec celui-là. Et une bonne surprise. La couve est hyper attrayante. Un fond vert pelouse, très vif, avec l'héroïne qui se passe la main dans les cheveux sous sa capuche, et main dans le plâtre. Elle a un style de jeune fille un peu geek, blonde avec des mèches roses et vertes. Des mains sortent du trou béant qu'elle a en plein centre du thorax, et tout autour d'elle, il y a des morceaux de ce qui semble être un vélo éclaté ou une mobilette. C'est efficace de ouf. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, ça va être un autre personnage sur fond violet, toujours aussi efficace. Dans le premier tome, qui mettait en place les personnages et installait la base du récit, on suit une jeune fille du nom de Becky, Rebecca, on l'appelle Becky, hein, Becky pour les intimes, qui est atteinte d'acromatopsie. Bon, elle voit en noir et blanc, quoi. C'est une forme rare mais qui existe bel et bien de daltonisme si vous préférez. J'avais un camarade de classe d'ailleurs qui en 5e avait ça. Enfin il doit toujours l'avoir, hein. Je dis il avait mais je pense qu'il l'a toujours. Il a pas eu ça que en 5e. Il devait noter sur ses crayons de couleur la couleur qu'ils avaient pour les reconnaître. Ah, c'était pas facile pour lui en art plastique. Bref, Becky, on parle de Becky là. Qui voit donc en noir et blanc, mais fait des photos sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs suivre son compte, il existe vraiment. _NOMEN.OMEN underscore. Voilà, underscore, nomen, omen, underscore. Et elle a 3 mamans, vous comprendrez en lisant. Le jour de ses 21 ans, elle rencontre un sacré problème puisqu'un gros connard va lui voler un truc assez important. À partir de là, un monde insoupçonné s'ouvre à elle, empli de magie. Et ce monde magique, quand elle le voit, elle le voit en couleur. Il se passe toujours quelque chose dans ce premier tome, mais c'est pas fouillis du tout. On est tout le temps tenu en haleine, et graphiquement, c'est très impressionnant. Puisqu'elle voit en noir et blanc, les cases sont sans couleur, jusqu'au moment où la magie arrive. D'abord par touche, puis ça devient un feu d'artifice de couleurs. C'est mené d'une façon très subtile, au début, pour exploser après, et on entre dans ce monde coloré avec elle, en même temps qu'elle. C'est parfait. Au cours du récit, elle va faire des rencontres agréables parfois, beaucoup moins à d'autres moments, souvent emprunt au monde des divinités celtes, mais évoluant dans un monde très urbain. C'est vraiment moderne, c'est vraiment d'aujourd'hui. Et quand je dis urbain, ça se passe à New York, donc on fait pas plus urbain. Le récit évoque d'ailleurs les événements du 11 septembre, et si New York est la trame de fond, c'est pas pour rien, puisque au 19e siècle, l'immigration nord-européenne, et donc irlandaise, a été assez forte vers New York, amenant avec elle ses contes et son folklore. Jacopo fait un travail de dingue, des gros contours sur les personnages, mais des traits très fins pour les détails, les intérieurs et les décors. Le côté noir et blanc fait un peu penser à des mangas, même la façon de dessiner, La ville semble bien dark, un peu glauque, et quand la couleur pop, ça rend pas les choses plus réalistes, Au contraire, ça devient totalement féerique, presque onirique. Le tome 2
devrait voir les choses s'accélérer puisque la magie va prendre beaucoup de place au sein de New York et tout le monde sera impacté. Le risque est donc que le secret de ce monde magique soit dévoilé et qu'il soit en péril. Becky, au centre d'un conflit, devra alors prendre les choses en main et protéger son monde. Voilà pour Nomen Omen, j'ai tellement hâte, les potes, vous savez pas, de retrouver cet univers magique, cette gamine un peu geek qui est vraiment hyper attachante. J'ai adoré, j'ai hâte. Bon, avant ça, on a chez Urban Comics le 8 janvier, donc un peu plus tôt, Selina Kyle, Catwoman, le tome 2, après plus d'un an, puisque le tome 1 était sorti en juin 2019. Donc c'est une histoire de l'univers DC, qui se penche, vous l'aurez compris, sinon je peux plus rien pour vous, sur Catwoman, l'anti-héroïne du monde de Batman, la plus féline de toutes les voleuses. Miaou miaou. Anciennement vilaine, récemment en pleine introspection, notamment grâce à son rapprochement avec Batounet, elle est aujourd'hui en train de devenir une vraie héroïne. Leur histoire prend d'ailleurs énormément de place dans les 12 tomes de Batman Rebirth, paru également chez Urban Comics. Là, c'est un peu la suite, si vous voulez. Dans le premier tome, suite à sa rupture, elle quitte la ville de Gotham et va vivre ses propres aventures. Joelle Jones, la dessinatrice et scénariste, elle est vraiment faite pour raconter les histoires de la chatte la plus célèbre de Gotham. Elle avait collaboré avec Tom King sur plusieurs numéros de Batman Rebirth, entre autres sur Noce Noire, où on avait envie de tout péter à la fin du tome, et encore aujourd'hui, ça m'énerve. Bref, je reste calme. Zen. En tout cas, elle sait merveilleusement la dessiner, que ce soit les mouvements, les fringues, les émotions. Je crois que c'est la Catwoman la plus complète que j'ai pu voir, et ça ne s'arrête pas là, puisque dans la façon dont elle est écrite, elle est très bien traitée aussi. Plus caractérielle que dans la plupart des récits avec Batman, où le second plan qu'elle a l'emprisonne dans une version sexy et taquine, et souvent, pas tout le temps, c'est fait sans approfondir le personnage jusqu'au bout. Et bah là, c'est l'occasion d'en savoir plus sur elle, et c'est très agréable de voir ce personnage fort affronter ses propres failles et le faire avec élégance. Bon, les scénarios ne sont pas aussi étudiés que le traitement qui lui est donné, c'est un peu dommage, mais on se surprend quand même à vouloir lire la suite et continuer l'aventure aux côtés de la féline. En manga, le 13 janvier 2021, sortira chez Pika Graphics Sayuki-den, la légende du roi singe. C'est Katsuya Terada qui nous livre ce récit. C'est une histoire complète sur Wukong, le roi singe, mythe connu venu de Chine, et si vous le connaissez pas, je résume rapidement. C'est un être devenu immortel, par ses propres moyens, qui a appris à manier de nombreux pouvoirs, et qui, même parfois transformé, a une queue de singe visible, il chevauche un petit nuage pour se déplacer. Ça vous rappelle peut-être un enfant Saiyan qui veut trouver des boules de cristal pour invoquer un certain Shenron? Bref, Wukong se bat pour défendre son peuple, mais il est têtu et il est insolent, ce qui fait de lui un perso plutôt en couleur. Il est cheaté de ouf par contre. Il est méga balèze le pépère, roi des singes là. Il peut se cloner, il maîtrise le combat au bâton, et son bâton, il peut s'allonger comme il le souhaite, il est polymorphe, etc. Et il combat des démons. C'est plus que résumé, mais c'est tellement riche et complexe que je peux pas faire mieux que ça. C'est difficile à synthétiser quand c'est aussi long. Bon, là, il est libéré par Sanzang, et il va vouloir s'attaquer au Bouddha Shakyamuni, qui se cache en Inde. Il est accompagné dans sa quête par un cochon qui marche debout, d'une nonne bâillonnée, et d'un démon aquatique. Évidemment, la route n'est pas de tout repos, mais le roi singe, fort comme un dieu, va affronter tous ces obstacles pour arriver à ses fins. Alors c'est un beau pavé de plus de 350 pages. Pika sort pas mal de choses intéressantes en ce moment, et l'édition a l'air plutôt jolie. Faut savoir que le début de l'histoire était déjà sorti il y a fort longtemps, il y a de nombreuses lunes, mais il n'y avait pas de fin. Alors je pense qu'ici on aura enfin la conclusion, tout sera regroupé, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas l'ancienne édition. C'est la même chose ici, mais avec une partie en plus. Fait rare, assez rare pour être noté. C'est entièrement en couleur, et ça c'est très cool, mais pas du tout étonnant quand on connaît Katsuya Terada, puisqu'il a l'habitude de travailler sur plusieurs formats, comme les animés. Il avait notamment participé au design des personnages de Blood the Last Vampire, par exemple. Il a fait des illustrations pour les comics, notamment sur Iron Man, il me semble, et a même participé à la conception de jeux vidéo. Le mec, c'est un couteau suisse. Le mec, c'est un couteau japonais suisse. Enfin, le mec, c'est un couteau suisse japonais. Le mec sait tout faire. Et du coup, les graphismes sont hyper léchés. C'est vraiment un mix entre comics et manga sur fond d'histoire mythologique chinoise qui se passe en Inde. On voyage sec. Et là, c'est l'aventure. On n'a pas peur de la poussière et du sang. On adore. On a hâte. On passe au cinéma, et là,
bah j'ai déjà une petite larme qui coule, hein. C'est toujours fermé les potes, la réouverture a été repoussée, à croire que la culture refile plus le coronavirus que les grands magasins de fringues où tout le monde se croise, touche les produits, les clients enlèvent leur masque pour parler. Parce que bon, on sait hein, que quand on parle, c'est pas du tout le moment où on postillonne et que c'est là qu'il faut enlever son foutu masque. Pareil quand on est au téléphone, hein. C'est au moment qu'on est au téléphone où il faut enlever son masque, tout le monde le sait. Bref, je reste calme. Donc à part dire que je comprends pas pourquoi on peut prendre le métro en étant collés les uns aux autres, mais pas être dans une salle de cinéma où tout est espacé et où le risque est quand même vachement plus léger que dans beaucoup d'autres situations, j'ai rien à ajouter. J'attends les mêmes films qu'il y a 2 semaines, qui vont forcément être poussés, voilà. Quand le podcast va finir, je vais me mettre à genoux, je vais tendre les bras vers le ciel, lâcher une belle larme, et je vais crier « Pourquoi ?» Voilà. Donc on sera encore en SVOD, on verra ce qu'on trouvera, mes petits lapinous. Et ben on passe au partage du coup. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et dans le partage, alors j'ai découvert, grâce à mon ami Hughes, le journaliste du jeu vidéo qui sévit sur Twitch tous les matins de 10h30 à je sais plus vraiment quelle heure parce qu'il aime tellement partager avec sa commu qu'il a du mal à s'arrêter pour notre plus grand plaisir. Lien dans la description. Un artiste incroyable, fort sympathique et surtout ultra talentueux. Il s'agit de Camille Unknown qui s'amuse avec Photoshop et son stylet pour faire des petits carrés. Oui, il est pixel artiste. Franchement, je m'intéressais pas vraiment à ça avant de connaître Hughes et surtout avant de connaître Camille et la Camille. Il a une chaîne Twitch aussi, où il crée en direct ses œuvres, mais aussi fait des émissions comme le Try to Pix, où il accompagne un invité sur la découverte du pixel art et l'aide à faire une créa. Il est aussi à l'origine du Pix Together, avec son compagnon Dawid. Coucou mon lapin Dawid. Love love, XOXO, bisous bisous. Et c'est un challenge assez sympa, où tout le monde peut participer et proposer des tableaux de pixel art, animés ou non, sur des thèmes définis. En ce moment, par exemple, c'est Wave, Angelic, Goblin, avec une restriction sur le format en 64 par 32 pixels ou 32 par 64. Parfois, c'est pas ça, parfois c'est la palette de couleurs qui change, etc. À partir de là, à vous de proposer vos créations, et souvent il les regarde, il les analyse en live et vous aide à vous améliorer. Il fait aussi de la pixelisation de tronches. En gros, il prend un viewer au hasard et fait son portrait en pixels en live. C'est canon. Mais si vous voulez vraiment découvrir le travail de Camille, c'est sur son ArtStation qu'il faut vous rendre, et là, on en prend plein la face. Il est trop chaud. Dans les dernières créations, il a fait par exemple une composition qu'il a appelée Snow Story 1 et 2, où les détails sont complètement fous. C'est des monolithes géants, dans 2 mises en scène différentes du coup. C'est stupéfiant. Les couleurs pastel, du bleu au rose, les reflets dans l'eau, le mouvement des flammes ou des flocons, c'est juste magnifique. Mon préféré, dans tout son truc, dans tout son ArtStation, dans toute sa palette, c'est Mononoke. Il est tellement cool, la forêt est dingue. Les couleurs, les persos, l'atmosphère, ça donne vraiment envie de s'y mettre en tout cas. Si vous aimez les jeux rétro, ou si vous avez une certaine attirance pour toute forme d'art, ce qui est un peu mon cas par exemple, bah franchement c'est à découvrir. C'est pas n'importe qui, c'est son travail, le pixel art. Il fait des illustrations pour des bouquins, justement, sur le rétro gaming par exemple, ou pour des sites internet, enfin bref. Allez-y, foncez, faites-lui un coucou en Camille sur Twitch, posez-vous la fesse, comme il dit, checkez son ArtStation, je mets tout dans la description, il est très cool et vous accueillera chaleureusement. Et faites un bisou à Dawid aussi. Les potos, mes petits potes, mes petites geekettes, mes petits geeks, le podcast touche à sa fin. En attendant que je revienne, vous pouvez écouter ou réécouter le podcast sur Google Podcast, Deezer, Stitcher, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. 5 étoiles, vous connaissez. Merci, vous êtes adorables. Le podcast est aussi dispo sur YouTube, sur la chaîne Supplément Geek. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, comme les étoiles sur Apple Podcast. Hein. Je suis sur Insta, à supplément.geek, où vous retrouverez les photos des comics et des mangas dont on parle ici, et parfois un petit peu plus, sinon sur Twitter, à geek supplément tout attaché. On se retrouve dans 15 jours, peut-être pour un épisode spécial. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.